Collègues, nous sommes heureux d'accueillir Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre chargée de l'Industrie. Nous vous remercions vivement d'avoir accepté d'être auditionnée et de répondre favorablement à notre invitation. La question du recul de l'industrie française est depuis longtemps présente dans le débat politique. Elle a cependant pris une acuité singulière au cours de la crise sanitaire. La perturbation, voire l'arrêt de différents flux industriels et commerciaux a mis en relief comme jamais les vulnérabilités de notre tissu industriel. Des dépendances sont apparues dont nous n'avions pas forcément conscience. En d'autres termes, la résilience de notre économie et de notre production est devenue un enjeu central, aussi bien dans la réponse à la crise que dans la définition de notre politique économique. Et d'une certaine manière, le gouvernement s'est livré durant ces 2 dernières années à un exercice de résilience en grandeur nature. Il a fallu encaisser le choc de la pandémie tout en élaborant des réponses à la fois sur le court, le moyen et le long terme. L'objectif de ces mesures est non seulement de diminuer notre vulnérabilité à de nouveaux chocs comparables, mais aussi de remédier aux vulnérabilités systémiques mises en évidence par la crise. À cet égard, la séquence qui a vu du plan d'urgence au plan de relance et au plan France 2030 s'inscrit indubitablement dans une dynamique de résilience. Résilience face au réchauffement climatique et résilience face à de futures crises de toute nature qui exigent un renforcement significatif de notre autonomie en matière de production industrielle et d'approvisionnement. Madame la ministre, nous attendons de cette audition qu'elle nous éclaire sur l'analyse que fait le gouvernement des vulnérabilités systémiques de notre économie et sur la stratégie mise en œuvre pour y remédier en ce moment si particulier de l'histoire de notre pays. Dans un contexte d'économie mondialisée où prévaut une logique de flux, comment construire une résilience nationale face à des risques et des menaces susceptibles de perturber ou d'interrompre ces flux? Enfin, la crise a mis en évidence un enjeu particulièrement important, celui de la capacité de nos industries à adapter leur production en réponse à une situation de crise. Nous pensons bien entendu aux équipements médicaux et à la production pharmaceutique, mais c'est en réalité la quasi-intégralité de l'économie, de l'agroalimentaire aux télécommunications, du secteur de l'énergie à celui de l'électronique, du secteur bancaire aux industries mécaniques. Il convient de passer en revue pour évaluer sa capacité à se transformer en cas de choc majeur. Je vous propose, Madame la Ministre, de commencer par une intervention d'une dizaine de minutes et ensuite nous poursuivrons nos échanges sous la forme de questions et de réponses. Alors je précise également qu'en raison de nos agendas, nous allons pouvoir aujourd'hui faire participer à notre commission des collègues par visioconférence. Madame la Ministre, je vous cède la parole. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, je vous remercie de m'associer au travail que vous conduisez dans le cadre de la mission d'information sur la résilience nationale. J'en étais convaincue dès le début de la crise sanitaire, plus fort encore au pic de la crise, et je persiste à le croire aujourd'hui, alors qu'elle est moins virulente, mais qu'elle pourrait ressurgir à tout moment. Nous devons apprendre de cette crise. Nous devons entendre les messages qu'elle nous envoie, en particulier sur la nécessité d'avoir une plus grande ambition industrielle pour notre pays et pour l'Europe. Je reviendrai bien entendu sur ce sujet plus en détail. Mais il me semble que nous devons d'abord nous interroger sur la définition même de résilience. Pour bâtir une résilience nationale, nous devons définir les objets sur lesquels nous devons être résilients. Comme beaucoup de concepts, indépendance, souveraineté, autonomie stratégique, la résilience est aujourd'hui sur toutes les lèvres, parfois même perçue négativement par les Français comme traumatique. Revenons à la réalité et à la valeur d'une économie plus résiliente. Évaluer notre résilience, c'est expertiser notre préparation pour répondre à des risques connus, mais également pour forger notre capacité à nous adapter, à plier sans jamais rompre face à des scénarios de crise inimaginables. C'est très exactement ce qui s'est passé avec cette pandémie, qui était un scénario de crise qui n'avait pas été imaginé, à savoir une crise qui adresse l'ensemble des continents au même moment. C'est se préparer aux crises de toute nature, les crises sanitaires, les catastrophes naturelles, les cyberattaques, les accidents industriels, les problèmes géopolitiques, par exemple. C'est anticiper l'élaboration de doctrines et de protocoles de réponse qui nous permettent de faire face aux crises sur plusieurs points. En termes de disponibilité d'équipements critiques ou de produits critiques, nous devons disposer soit de stock, soit de la capacité à fabriquer.
ou à nous approvisionner en produits identifiés comme critiques. Je pense bien évidemment aux masques sanitaires, car c'est l'exemple le plus récent, mais plus généralement, cela peut concerner au plan national ou européen des questions d'énergie, des questions de fourniture en matière de médicaments, des questions de fourniture en matière de denrées alimentaires qui ont la contrainte d'être périssables. Bref, tous les produits indispensables en quantité suffisante pour les besoins de nos entreprises et de la population pour maintenir notre fonctionnement pendant un délai raisonnable. La deuxième question, c'est en ma capacité de mobilisation de talents humains, de personnes, d'experts, la mobilisation des services de l'État, mais également des experts du privé, des personnes qui sont capables d'intervenir sur les activités privées en mode dégradé. Il faut imaginer des organisations avec un nombre contraint de personnes mobilisées, des accès restreints aux sites de travail, le recours au télétravail et donc aux communications numériques à distance. Cela implique notamment de désigner en avance ces référents en cas de crise, mais aussi de les former et de les préparer à de tels événements. La résilience, c'est donc notre capacité à rester, quoi qu'il arrive, souverain et le plus indépendant possible pour protéger les Français. Cette résilience s'apprécie face à des crises ponctuelles, ou en tout cas qui n'ont pas vocation à durer, mais également face à des dysfonctionnements qui pourraient s'installer de manière plus durable. Deux exemples que je me permets de mettre en avant. Que se passe-t-il si la ressource en eau vient à manquer? C'est un scénario qui n'est pas absurde. Deuxième exemple, que se passe-t-il si la ressource en matière première critique pour la transition écologique et énergétique vient à manquer? À cet égard, il est donc impératif de tirer les premiers enseignements de la crise sanitaire que nous traversons. Vous comprendrez que j'aborde ce point sous le prisme industriel. Je pense que c'est ce qui est aussi attendu de moi. L'abandon de notre industrie, qui a été livrée à une concurrence internationale dans bien des cas déloyale, et le processus de désindustrialisation à l'œuvre depuis plusieurs décennies, ne sont certes pas nouveaux. La crise n'a fait que les mettre sous les projecteurs. Et la reconquête industrielle était d'ailleurs un des objectifs fixés par le président de la République depuis le début du quinquennat. Ces faiblesses, cette désindustrialisation, elle a été contrebalancée par un accès facile et bon marché à des produits autrefois produits sur notre territoire et désormais importés. Cela se traduit négativement dans notre balance commerciale, mais aussi dans notre empreinte carbone qui a augmenté de 20% entre 2000 et 2016. Nous détruisions sur cette même période 1 million d'emplois industriels. C'est donc la double peine, plus de carbone, moins d'emplois. En revanche, la crise récente a mis en lumière la profondeur des dégâts causés par ces 30 années de capitulation industrielle et le déclassement de notre outil productif. Et ça, on n'en avait peut-être pas pleinement pris conscience. Je pense évidemment aux principes actifs des médicaments qui sont produits à plus de 80% hors d'Europe et pour l'essentiel en Asie, la Chine et l'Inde. La soudaineté de la crise accentuée par la fermeture des frontières nationales a notamment mis en lumière la dépendance de l'industrie française à ces principes actifs fabriqués hors d'Europe. Je pense aussi aux protéines que nous importons pour nourrir les élevages français, à plus de 50%. Mais on peut également regarder la crise que nous traversons en ce moment sur les semi-conducteurs. Ces derniers sont l'arbre qui cache toute la forêt des tensions d'approvisionnement sur des productions certes à faible valeur ajoutée par rapport aux produits finaux que nous assemblons, mais aujourd'hui indispensables à des productions aval. Les semi-conducteurs sont partout, dans nos robots ménagers, dans les airbags de nos voitures, dans les jouets de nos enfants. Sur la disponibilité de matériaux critiques et de produits de nécessité, il faut de toute évidence admettre que nous avons subi des défaillances dans la gestion des stocks comme pour les masques sanitaires. Ils avaient été réduits durant les 2 mandats précédents, considérant ce bien à faible valeur ajoutée comme étant immédiatement disponible. Et c'est là où le facteur de résilience, ou l'analyse en termes de résilience, n'a pas joué. C'était une erreur. Ce sont aussi des tensions sur des médicaments comme les curares que nous avons subis et sur des produits sanitaires comme les blouses ou les gants en nitrile. À côté de ce constat sur nos manques et nos défaillances, la crise a contribué à révéler l'importance centrale et la solidité de notre industrie. D'abord, la crise a permis, je pense, de mettre fin de manière assez directe aux croyances qui avaient pu prévaloir jusqu'alors. Le mythe du fabless et d'une France sans usine. Le passé nous a prouvé que ce n'était un modèle ni souhaitable ni soutenable. Le fait que l'on sépare la recherche et développement d'un côté des usines de production. En fait, ce qu'on regarde, c'est que lorsqu'on transfère la production, les sites de recherche et développement suivent
peut-être quelques dizaines d'années après, mais elles suivent là où est la production. Le fait aussi que la France ne serait pas un pays où on pourrait produire de manière compétitive. Lorsqu'on regarde de manière plus précise, à la faveur de la numérisation des lignes de production, on peut retrouver de la compétitivité. Et le point bloquant n'est pas nécessairement, comme on le dit beaucoup, le coût du travail. Tout l'enjeu étant effectivement de produire sur des productions à valeur ajoutée qui nous permettent de nous distinguer et de créer un avantage compétitif par rapport à d'autres productions. Donc, ce n'est pas valable pour toutes les productions, mais la France est capable, on visitait avec le président de la République Genvia, mais qui est sur un autre site le terme m'échappe, Schlumberger, voilà, un site de Schlumberger près de Béziers. Sur ce site, il y a des équipements pour le secteur pétrolier qui sont aujourd'hui produits avec 25% de coûts en moins par rapport aux premiers compétiteurs au plan mondial. Parce que toute la ligne a été pensée et robotisée avec des compétences de qualité que nous avons en ingénierie, en techniciens, en ouvriers qualifiés en France. Mais il faut s'équiper pour ça. Le secteur industriel est l'un des seuls secteurs à avoir fonctionné à quasi plein régime pendant la crise sanitaire, y compris pendant la période de confinement. Et je tiens à souligner la mobilisation exceptionnelle des industriels qui ont poursuivi leur production en s'adaptant aux protocoles sanitaires pour la protection de leurs salariés, mais qui ont été capables de se mobiliser en quelques semaines pour produire en quelques jours du gel hydroalcoolique, en quelques semaines des masques, en quelques semaines également des écouvillons qui étaient nécessaires pour les tests PCR. Donc au fond, nous avons une base industrielle qui est capable de se positionner dans des situations de crise en production et en agilité sur des produits qu'ils ne fabriquent pas naturellement. Et ce sont inversement les entreprises qui nous disent aujourd'hui qu'elles ont été agréablement surprises par la réactivité, l'agilité, la capacité de l'État à intervenir massivement et rapidement, de manière pragmatique, pour préserver notre économie sous l'impulsion du « quoi qu'il en coûte » du président de la République. Les dispositifs déployés, on le mesure aujourd'hui, ont une efficacité redoutable parce qu'elles ont permis de limiter au maximum le chômage et permis le rebond de croissance que nous connaissons aujourd'hui. Face à ces constats sur nos forces et nos faiblesses, nous devons déployer une stratégie volontariste et déterminée pour la réindustrialisation de la France, la localisation d'industries nouvelles et performantes et l'anticipation des risques à venir. La reconstruction de l'industrie passe par une politique déterminée d'augmentation de la production industrielle sur le territoire. Vous savez qu'avec le plan France Relance, nous avons bâti une approche stratégique de relocalisation. Nous n'avons évidemment pas une vision naïve. Il ne s'agit pas de rebâtir à l'identique une industrie qui est partie, ni de vouloir se positionner sur toutes les formes de production. Notre vision des relocalisations, qui s'appuie d'ailleurs sur une large concertation des fédérations, des organisations syndicales et des experts économiques, repose sur deux piliers. La maîtrise de la chaîne de production de produits critiques d'une part, la capacité à retrouver de la compétitivité grâce à l'innovation d'autre part. Et je rajouterai un dernier point qui est la maîtrise des approvisionnements en matières premières pour mettre et être autonome au maximum par rapport à ces productions que je viens d'évoquer. Nous avons ainsi identifié 5 secteurs critiques: l'électronique, la santé, la 5G, l'agroalimentaire et les intrants critiques. À date, j'ai accompagné 624 projets de relocalisation qui ont été rendus possibles depuis septembre 2020 grâce au plan de relance, avec près de 77 000 emplois créés ou confortés partout en France. Sur France Relance, tout dispositif confondu, c'est une entreprise industrielle sur 3 qui emploie plus de 5 ETP qui bénéficie d'un dispositif du plan France Relance, soit plus de 10 000 entreprises. Je pense aussi à l'action que nous avons menée en matière d'industrie de santé d'abord pendant la crise avec le dispositif Capacity Building, grâce auquel nous avons consacré plus d'un demi-milliard d'euros, un peu moins d'un demi-milliard d'euros, pour financer les projets de recherche et de développement, mais également l'industrialisation de produits de santé pour lutter contre l'épidémie. C'est un des efforts qui a permis au continent européen de devenir le premier producteur mondial de vaccins contre la Covid, puisque nous avons pris notre part de production dans cette ligne de production de vaccins. Il faut vous souvenir qu'entre 2005 et 2015, la part de marché mondiale de la France en production de produits de santé a été divisée par 2.
Dans ce contexte, le président de la République a annoncé l'investissement de 7 milliards d'euros dans les produits de santé dans le cadre du comité stratégique des industries de santé. C'est un effort inédit. Le prix du médicament ne doit plus être la variable d'ajustement et les patients ne doivent plus attendre 1 an de plus que les Allemands ou les Italiens pour avoir accès à des molécules innovantes. À plus long terme, c'est toute la construction d'investissements que nous avons au travers de France 2030. Là encore, les secteurs d'intervention ou les objets que nous avons choisis l'ont été faits en grande concertation avec les experts de l'économie, les experts de la prospective et les entreprises et les organisations syndicales pour se projeter dans ce que doivent être les nouvelles filières industrielles à bâtir en France. On a tous en tête l'hydrogène décarboné. On peut également parler des enjeux autour de l'avion décarboné, de la décarbonation en général de notre industrie. Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous connaissez tous ces éléments. Mais bâtir notre résilience n'est pas seulement réagir pour redonner de l'élan à notre économie nationale, c'est aussi se préparer, être prêt à affronter une crise en déployant plus d'efficacité avec moins de moyens, sans dénaturer les valeurs qui fondent notre union nationale. Nous avons innové dans nos méthodes de travail pendant la crise. Et je pense qu'il faut conserver et regarder ce qui a bien fonctionné par rapport à ce qui a moins bien fonctionné. Je donne deux exemples. Un exemple, la création de la task force vaccin qui associe des personnels issus du public et des personnels issus du privé, certains d'ailleurs sous la forme du bénévolat, a permis d'une part de mener la négociation des contrats de vaccins dès l'été 2020, mais surtout d'autre part de travailler sur l'industrialisation des lignes de production en étroite interaction avec nos voisins européens et de permettre de faire face à un certain nombre de difficultés d'approvisionnement en composants critiques pour mettre en place ces lignes de production. Ce type de méthode directe, agile et réactive, cette task force vaccin, elle m'était directement rattachée, est une bonne façon, par exemple, de travailler en période de crise, mais on pourrait aussi faire l'exégèse de, je dirais, secteur d'activité par secteur d'activité, ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné. Je pense que ça serait précieux pour le collectif. Ensuite, nous avons mobilisé et accompagné les industriels pour pallier nos difficultés dans une logique de coopération publique-privée. Je pense évidemment à la production de masques sanitaires, puisque nous sommes passés de 3,5 millions de masques sanitaires produits en janvier 2020 à une production de 100 millions de masques par semaine. Nous avons financé 11 projets pour augmenter nos capacités de production en matières premières, parce que c'était ça le point bloquant. Nous n'avons pas financé les lignes de production de masques sanitaires elles-mêmes. Nous sommes remontés d'un cran pour venir à la matière première, où il y avait une faille de marché. Nous avons passé une commande de près d'1 milliard de masques pour permettre justement aux entreprises qui se lançaient de se dérisquer sur les investissements qu'ils menaient. Je ne vais pas revenir aussi sur les productions de respirateurs ou productions d'autres équipements. Nous devons enfin nous inscrire dans un cadre européen pour la lutte contre ces difficultés, car face à la Chine et aux États-Unis, il faut faire collectif. Cela se concrétise, ou s'est concrétisé par exemple par le lancement de l'Airbus des batteries électriques, le programme Nano 22 sur l'électronique ou la prénotification du programme sur l'hydrogène bas carbone. Nous n'allons pas en rester là, puisque nous prévoyons d'avoir le même type de démarche sur le cloud, sur les produits de santé, sur une nouvelle génération en matière d'électronique et d'intelligence artificielle embarquée dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Je remets à l'ordre du jour au niveau européen le sujet des matières premières critiques, puisqu'il ne faut pas remplacer une dépendance au pétrole et au gaz naturel par une dépendance au lithium et au cobalt, pour le dire de manière très caricaturale. Et puis, il faut nous interroger sur... Il nous faut, au niveau européen, continuer à travailler sur les questions de concurrence loyale, tout le travail du mécanisme d'inclusion carbone aux frontières, du règlement sur les subventions des entreprises, des gouvernements étrangers à des entreprises qui pratiquent le dumping ou ont accès à nos services, à nos marchés publics, rentre en ligne de compte pour aussi renforcer notre autonomie stratégique. Enfin, il faut anticiper les grandes évolutions de nos usages et de nos productions industrielles pour anticiper les risques que nous ne connaissons pas encore. Je vous donne un exemple qui est peut-être très basique, mais qui sera parlant.
Une coupure d'électricité il y a 20 ans, c'était des bougies dans la cuisine de votre grand-mère, puisque vous aviez du gaz naturel pour la cuisinière et du fioul pour le chauffage. Une coupure d'électricité dans 10 ans, vous ne pouvez ni appeler, ni vous déplacer si votre voiture est électrique, ni vous chauffer, ni allumer la lumière. Il vous reste quand même les bougies. Vous voyez, alors je le dis de manière un peu anecdotique et peut-être caricaturale, mais je pense qu'il faut bien anticiper que dans la transformation que nous menons, nous faisons arriver de nouveaux risques qu'il faut d'ores et déjà anticiper dans notre plan de marche. Bâtir la résilience de notre pays implique de faire évoluer, pour conclure, notre rapport au risque. Je pense que le principe de précaution n'est pas la meilleure façon justement de construire une résilience. L'inaction peut créer incidemment une dépendance. On le voit notamment sur la question de la balance coût, ou bénéfice-risque de sites Seveso. Un site de produits de santé est souvent un site Seveso. Et donc on voit le risque d'injonction paradoxale entre vouloir plus d'usines de produits pharmaceutiques, mais moins de sites Seveso. Donc l'enjeu, c'est toujours d'avoir une approche bénéfice-risque et d'anticipation des risques possibles pour nos populations, d'anticipation des risques à venir. Voilà les éléments que je voulais partager en introduction avec vous, messieurs et mesdames les députés. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je vais passer la parole à Monsieur le rapporteur pour commencer. Oui. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, pour ce propos introductif très complet. Donc, vous l'avez compris, notre mission Résilience, son objectif, c'est d'évaluer la manière dont notre pays est en mesure de faire face à des chocs importants, donc c'est-à-dire dans le sens où il toucherait une très grande partie du pays avec une forte intensité dans la durée. Et on pense aussi bien à tous les risques qui sont identifiés depuis un certain temps, notamment dans les revues de sécurité nationale, qui soient de nature sanitaire, climatique, technologique, cyber ou même guerre, puisqu'on parle aujourd'hui du retour des conflits majeurs et même de formes d'hybridité. Et ceci, bien entendu, à la lumière de la crise sanitaire, dont on estime qu'elle aurait pu être de beaucoup plus forte intensité, dans le sens où le virus, certes, était très contagieux, mais il existe des virus beaucoup plus létaux, avec des taux de létalité beaucoup plus importants. Et en plus, dans cette crise, on n'avait pas d'adversaire stratégique en tant que tel. On n'avait pas de route maritime coupée, pas d'adversaires qui cherchaient à mener des attaques, soit cinétiques, soit en matière de désinformation. Et donc, on pourrait être confronté potentiellement à des risques d'une nature encore beaucoup plus importante. Les premiers retours qu'on a par rapport à la mission que l'on mène mettent en avant des facteurs de résilience, que ce soit en termes de planification, le fait d'avoir un chef de file, et tous les acteurs qu'on a auditionnés nous ont dit leur satisfaction de voir le rôle qu'a joué l'État pendant la crise, parce que quand rien ne va, il faut un chef pour montrer une direction, des moyens d'intervention, de la force morale. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui particulièrement, vous l'avez dit, c'est finalement la manière dont on peut faire face à notre dépendance à la technologie, puisque une des choses qui fait qu'on est potentiellement moins résilient aujourd'hui, c'est qu'on a des modes de consommation et de production qui sont beaucoup plus dépendants de la technologie. Et par ailleurs, on s'est habitué progressivement à vivre dans une société de flux et non de stock. Lors de la guerre froide, on avait l'habitude de stocker, notamment dans les arsenaux militaires, pour être en mesure de faire face. Aujourd'hui, on est dans la société du zéro stock, et donc on peut vite être mis dans des situations extrêmement difficiles sur l'ensemble des domaines vitaux, l'énergie, la santé, l'alimentation, le cyber, face à une certaine difficulté. Et ceci, effectivement, dans un contexte de désindustrialisation, même si, effectivement, des signaux positifs sont enregistrés ces dernières années. Donc on est vraiment dans un objectif de réduction de la dépendance, qui sont non pas motivés comme habituellement par que des raisons économiques ou d'emploi, mais aussi des raisons tout simplement de souveraineté, ce qui change un peu quand même un peu le spectre, dans le sens où finalement nous, c'est pas tellement la part de l'industrie en tant que telle dans l'industrie qui nous importe, c'est aussi la capacité de produire tous les produits, l'ensemble des produits critiques, donc avec une vision, on va dire, beaucoup plus exhaustive. Alors, vous avez évoqué 3 axes dans votre propos, j'ai bien noté, stocker, fabriquer, importer, notamment. Sachant que
pour une crise qui peut potentiellement s'inscrire dans la durée, fabriquer est la seule véritable solution, puisque effectivement on peut importer, on peut se dire qu'on est protégé par le fait de diversifier nos sources d'importation, mais on voit que ça peut avoir des limites quand tout le monde veut en même temps la même matière, et le stock par nature est lui-même potentiellement temporaire. On l'a vu également avec les masques, quand ce stock est toujours calculé, on va dire, en situation nominale, mais quand la consommation tout d'un coup vient à augmenter brusquement, on s'aperçoit que même les stocks qui paraissaient importants, on va dire, en situation nominale, peuvent devenir dérisoires quand les besoins augmentent brusquement. Ceci étant dit, on a bien conscience qu'on vit dans un monde ouvert, dans une économie non dirigée, et donc on est dans tous les cas bien dans une démarche, je parle sous contrôle du président, d'assumer certaines dépendances. Mais simplement, il est important qu'elles soient assumées collectivement. Voilà. Et enfin, dernier point, je partage tout à fait, effectivement, la capacité que tout le monde a eu à se transformer. Et vraiment, pendant la crise, je pense qu'on peut témoigner ici de la manière dont vous-même, vous avez pu vous réinventer et mener une action énergétique, aussi bien sur les masques que sur les vaccins. Action qui a été soulignée par les industriels qu'on a pu voir de tous les secteurs, du secteur des transports, de l'eau, du secteur de l'alimentation, également pour d'autres ministères, et qui concerne également les services de l'État, les administrations. Je pense notamment à la DGA et à son travail pour les masques, pour les respirateurs qu'on a pu constater pendant la crise. Donc voilà, pour moi, l'objectif de l'audition, c'est vraiment déjà finalement de se reposer les grandes questions. C'est que finalement, qui définit cette grande stratégie pour limiter cette dépendance industrielle? Comment cela se fait-il? Pour moi, qui ai plutôt l'habitude de travailler sur les questions de défense, je sais que sur la question de la base industrielle et technologique de défense, on a la DGA qui, pour le coup, veille de manière hyper exhaustive sur tous les éléments qui sont nécessaires, par exemple, à la fabrication d'un Rafale, et donc, ou d'autres équipements critiques. Et donc, finalement, la DGA mène ce travail exhaustif de recensement et finalement de travail. Quand on a même une petite PME qui est critique, qui a une difficulté, pour le coup, la DGA l'a identifié et un travail est fait. Et s'il existe des dépendances, elles sont connues, elles sont assumées. Donc finalement, ma première question serait, hors question de l'armement, comment se fait ce travail finalement de référencement de tout ce qui peut être nécessaire pour renforcer la résilience de notre pays? Comment ça se fait à l'échelle de votre ministère et éventuellement, comment ce travail peut se faire également à l'échelle interministérielle? Alors, sur ce sujet-là, que l'on a travaillé au fond dans la préparation du plan de relance, puisque dans le plan de relance, comme je le mentionnais, nous avons sélectionné 6 secteurs stratégiques. Et pour sélectionner ces 6 secteurs stratégiques, nous avons fait un travail de recensement à la fois au niveau des filières, au travers du Conseil national de l'industrie, je pilote 19 filières, au travers d'une interrogation des experts, à la fois académiques, mais également du privé, notamment les sociétés de conseil qui interviennent au plan international et qui, du coup, peuvent disposer aussi d'un benchmark international. Et puis, par des analyses de données, des données d'importation, d'exportation, des données de problématiques, on a essayé de descendre dans la liste des produits, sous-produits, pour voir où nous avions des impasses. Et l'objectif, ça serait de passer d'un plan national à un plan européen, puisque nous avons sollicité la Commission européenne pour faire ce même exercice. Donc la Commission européenne a rendu une première série de travaux qui reste assez générique, il faut le reconnaître, mais sur lequel nous estimons qu'il faut aller dans une granularité plus fine pour partager des impasses ou au contraire des soutiens, des capacités de résilience qui seraient plus larges parce qu'on pourrait s'appuyer sur tel site autrichien ou sur tel autre site belge. C'est sur cette base-là que nous avons construit, notamment dans la filière santé, dans la filière chimie, dans la filière électronique, une analyse assez fine
des besoins de l'économie française et des risques d'impasse. À la fois pour déterminer intrant critique par intrant critique quelles étaient les sources de vulnérabilité. Vous savez que pour certaines matières chimiques, vous avez un site de production mondial. Bon, le fait qu'il y ait un incendie dans ce site de production mondiale ne présente pas un niveau de probabilité ridicule. C'est des choses qui arrivent en termes industriels. Mais les conséquences que peut avoir ce type d'événement sont beaucoup plus importantes qu'on ne l'imagine, a fortiori s'il n'y a pas d'alternative aux produits en question ou s'il faut un minimum de certification et d'homologation pour avoir une alternative. On peut avoir une alternative technique, mais en fait, pour passer tous les tests de sécurité, de santé, d'adaptation, vous avez un minimum de temps d'homologation. On avait eu cette situation sur les produits de santé pendant la crise et le confinement. Les masques ont été homologués et certains produits de santé ont fait l'objet aussi de décisions de la NSM qui devaient un minimum donner une garantie de sécurité aux Français. Donc, c'est des points qu'il faut aussi embarquer. Donc, on a aujourd'hui une liste avec un niveau de granularité assez fine sur produits de santé, sur chimie, qui nous ont permis de bâtir ensuite résilience. Sur l'agroalimentaire, pourquoi privilégier les ferments, les protéines à usage d'alimentation animale, etc. C'est parce que nous avons fait cet exercice de mise en avant des intrants critiques. Là où nous avons des points de faiblesse, et je dirais c'est plus structurel, c'est que les chaînes mondiales de production sont aujourd'hui tellement éclatées que nos industriels connaissent souvent leurs sous-traitants de rang 1, voire de rang 2, mais ne connaissent pas nécessairement les sous-traitants de rang 3 ou plus loin. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir un composant qui manque à l'appel, mais que vous n'aviez pas dans le radar. Alors, c'est du niveau d'autonomie stratégique 2, c'est-à-dire que c'est le type de blocage qui vont arrêter une usine et qui vont avoir un impact économique, pas nécessairement arrêter un pays. Mais il est bon d'avoir en tête aussi cette limite dans l'exercice d'approfondissement. Donc voilà, rapidement, d'où les 6 secteurs que nous avons choisi de mettre en avant sur le plan de relance et qui nous a conduit effectivement à sélectionner 624 projets à date de relocalisation. Projets qui sont donc santé agroalimentaire, intrants critiques, électronique, 5G, nucléaire, que je crois avoir oublié tout à l'heure, qui ne sont pas des relocalisations pour des relocalisations, parce que nous avons par ailleurs, au travers de territoires d'industrie, des projets de relocalisation qui sont des bons projets économiques, mais qui ne correspondent pas nécessairement à des fabrications dont on peut penser qu'elles manqueraient à l'appel un jour de crise. Et d'ailleurs, nous avons fait glisser des dossiers, je dirais, du compartiment produits critiques au compartiment bons projets économiques qu'on a envie d'accompagner dans le cadre d'une politique industrielle dynamique, mais où la question de criticité n'intervient pas dans la sélection du dossier. Si on veut aller plus loin, il y a aussi remonter encore d'un cran, c'est-à-dire revenir aux matières premières. Vous savez que j'ai confié avec Alexandre Sobo, le président de France Industrie, une mission à Philippe Varin pour aller présenter le diagnostic de l'ensemble des filières industrielles sur leurs besoins en matières premières critiques, sur des grands enjeux de transition énergétique. On l'a fait sur la batterie électrique, on l'a fait sur les éoliennes, puisqu'on a des besoins d'aimants, par exemple, et on va le faire sur l'aéronautique, parce que là, c'est des besoins d'alliage particuliers, on peut penser au titane, etc. Et au fond, c'est, si je le schématise, repartir de la classification de Mendeleïev des éléments et regarder ce qui peut manquer à l'appel et quand. A fortiori, il faut l'anticiper puisque nous observons 2 phénomènes. Un premier phénomène qui est des pays ou des grandes entreprises qui se positionnent au plan mondial pour réserver des ressources en matières premières dans des activités minières. Je pense notamment à la Chine, qui réserve en Chili, qui réserve en Argentine, qui réserve en Indonésie, sur des contrats moyen terme. Et de l'autre côté, des pays qui commencent à avoir des politiques de barrières douanières sur ces produits critiques. On
on le voit notamment sur ce qui rentre en ligne, ce qui est utile à la construction de batteries électriques, nickel, lithium, cobalt, avec les premières étapes de raffinage pour ensuite être embarquées dans la batterie électrique. Donc là, on a un démarrage de course à l'approvisionnement sur un certain nombre de matières premières dont l'Europe ne doit pas être absente, a fortiori parce que lorsque vous regardez ces ressources minières, elles ne sont pas en cohérence avec ses besoins en matières premières, quand bien même elle déciderait de les exploiter. C'est un autre sujet. Très bien, merci. Alors pour compléter ce sujet, on voit bien que là il y a une démarche exhaustive très large. Je me pose quand même la question, donc on voit qu'il y a un sursaut finalement grâce au plan de relance, mais sur quelle base, on va dire, ceci a été mis en place? Est-ce qu'une certaine forme de démarche existait avant en la matière, ou est-ce que cette démarche est totalement inédite ou nouvelle? La deuxième question que je me pose, c'est quel niveau de priorité a-t-il été donné à des produits vitaux que nous n'avions pas? Parce qu'on voit bien que dans le plan de relance, on a deux objectifs. En fait, il y a l'objectif de développement industriel, mais y compris potentiellement pour des produits non vitaux. Et puis, il y a l'objectif d'indépendance stratégique. Et des fois, il peut avoir une concurrence entre... enfin, il y a un niveau de priorité, on va dire, à donner, on va dire, au développement industriel souverain. Sachant que, bien entendu, quand on aide une entreprise, y compris pour un produit non critique, on la conforte et on est bien content de la trouver parce qu'elle fabrique aussi potentiellement des produits critiques. Mais voilà, ma question, c'est quel niveau de priorité a-t-il été donné pour les produits vitaux que nous n'avions pas? Et deux dernières questions en fait, qui regroupent le package, c'est comment finalement cette démarche s'incarne dans une démarche interministérielle. J'entends que à Bercy, et c'est très bien, par exemple, vous souciez de la question des protéines, de l'alimentation, mais finalement, comment ça s'articule avec le ministère de l'Alimentation, qui a un haut fonctionnaire à la défense et à la sécurité, qui a aussi une démarche de résilience? Comment cette démarche s'anime à l'échelle industrielle, à l'échelle interministérielle, finalement? Et dernier point, comment cette démarche s'inscrit également dans la durée, au-delà de la question du plan de relance? Comment, finalement, cette démarche de souveraineté, de relocalisation peut, j'allais dire, même indépendamment des équipes politiques, être une démarche de l'État qui s'inscrit dans la durée? Alors, s'agissant du diagnostic, le diagnostic, je dirais, impasse de production, nous l'avions lancé s'agissant des produits de santé en anticipation, compte tenu du constat assez connu, d'ailleurs, sur lequel Agnès Buzyn avait travaillé, de pénurie de médicaments. Ça, c'est quelque chose qui est assez antérieur et qui, de fil en aiguille, avait tiré également la filière de la chimie, puisque la chimie est souvent un des éléments, enfin une des filières embarquées dans la production de produits de santé. Et chemin faisant, on a touché du doigt qu'il y avait d'autres impasses. Mais la crise sanitaire a clairement accéléré ce processus et le caractère systématique de cette approche. Ça, c'est très clair. L'interministériel fonctionne à plein sur ça, parce que typiquement, sur les produits de santé, nous sommes capables de dire que telle ou telle molécule peut manquer. On n'est pas capable de dire que telle ou telle molécule est critique. Et la liste des molécules d'intérêt thérapeutique majeur, par exemple, elle est préparée par les services compétents du ministère de la Santé. Et eux-mêmes, leur vision qui est alimentée par leur contact direct avec les prescripteurs, mais également les associations de patients, mais également les producteurs de produits de santé. Donc, ils ont une vision à 360 degrés de ces sujets. Et de la dynamique des maladies aussi, puisque vous savez qu'un certain nombre de réflexions ont été menées. Il est toujours important d'avoir à la fois une vision, je dirais, en photo de la situation à date, mais également une vision en dynamique. Je vous donne un exemple. En matière de produits de santé, un des grands enjeux, c'est l'antibiorésistance. Peut-être qu'à date, on n'a pas des besoins extraordinairement importants pour faire face à ça, mais on sait qu'en dynamique, il va falloir anticiper ce sujet-là. Donc il faut toujours avoir cette double approche de quoi a-t-on besoin aujourd'hui, qu'est-ce qui est critique aujourd'hui, mais qu'est-ce qui pourrait le devenir dans une situation, donc dans un nouveau paradigme. Sur la partie alimentation, cela est fait en totale transparence également avec le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Et d'ailleurs, dans les sélections de dossiers,
là encore, les experts de ces ministères sont associés. Sur la partie liée à la décarbonation, nous le menons d'autant plus avec le ministère de la Transition écologique. Ils ont des équipes spécifiques. N'oubliez pas qu'ils ont la tutelle du BRGM et qu'ils ont également la DGALN, qui sont les grands experts, on va dire, français sur ces sujets-là. Mais donc, on s'est retrouvés très rapidement à faire les mêmes constats et à additionner à nos expertises pour construire une réponse complète. Ça, c'est le diagnostic. Pour construire une action publique solide, il faut avoir un diagnostic qui soit précis. Et objectivement, je pense que ce gouvernement a été assez en anticipation, y compris en, on va dire, aiguillon du secteur privé, considérant que c'était étonnant qu'on n'en ait pas un peu plus de profondeur sur des contrats à moyen terme pour nos batteries électriques, etc. Et donc, nous avons interrogé les filières pour en savoir plus et avoir une meilleure compréhension de toutes les chaînes de valeur. Sur la partie, on va dire, outils, boîte à outils pour apporter des réponses, nous avons aujourd'hui le plan de relance, nous avons aujourd'hui demain, on va dire, le plan d'investissement France 2030. Dans le plan de France 2030, il y a des poches qui adressent un certain nombre de ces sujets. J'ai parlé de la santé, il y a une poche santé, j'ai parlé des métaux critiques, il y a une poche métaux critiques. Il faudra s'assurer dans la durée, d'une part, que ces montants sont proportionnés au sujet que nous évoquons. Il y a une poche agroalimentaire aussi. Et d'autre part, que les outils sont les bons. Ces outils, est-ce qu'il s'agit de faire du fonds propre? Est-ce qu'il s'agit de faire de la subvention? Est-ce qu'il s'agit de faire du prêt? Est-ce qu'il s'agit d'animer les acteurs privés pour qu'eux-mêmes se positionnent sur ces marchés-là? Est-ce qu'il s'agit, par exemple, au travers de la taxonomie, d'amener des financements et de l'épargne privée vers le financement de ces projets-là? Ce sont différents outils qui peuvent être utilisés et nous n'avons clairement pas épuisé à date ce sujet. Dans la conduite de France 2030, l'enjeu de la gouvernance, il est aussi celui de l'interministérialité, de l'anticipation des risques les plus prégnants et des filières critiques les plus importantes. Parce que toujours dans ce registre de consolidons ce qui existe, construisons le futur. Dans consolidons ce qui existe, on a une idée de ce qui pourrait nous manquer pour consolider. Dans construire le futur, on n'a pas forcément à date fait le tour des besoins dont nous aurons pour effectivement construire ces nouvelles filières. Je ne peux pas vous dire à date que j'ai bien pris en compte tous les intrants critiques pour bâtir une filière hydrogène décarbonée, parce que ça va dépendre des techniques, que ça va dépendre de la façon dont ce plan est délivré, des projets qui arriveront très vite, des projets qui arriveront moins vite, des échecs et des succès des uns et des autres. Et donc il y a un besoin effectivement de revisiter et d'agilité dans la conduite de ces projets, en intégrant ce principe de résilience qui, je pense, est plus efficace qu'un principe de précaution. Je reviens sur ça. Le principe de précaution étant probablement un frein pour penser à chaque fois les questions de bénéfice-risque. Dernier point important, il ne faut pas penser que budget est problème, il faut aussi penser tout ce qui est autorité de validation. Ont-elles les effectifs, ont-elles les méthodes, peut-on les outiller tout simplement pour qu'elles puissent aller plus vite, traiter plus de dossiers, s'assurer plus rapidement de la sécurité des produits dont nous parlons et qui peuvent être amenés sur le marché. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites pendant la période de confinement qui mériteraient d'être regardées de plus près. Comment, par exemple, la NSM était capable de valider très vite certains produits et qu'est-ce qu'on peut en tirer sur un mode de fonctionnement en temps normal, je dirais, en période de paix. Très bien, sachant que le chef d'état-major des armées nous dit souvent que la période de paix, ça n'existe plus. La phase par défaut, c'est la phase de compétition internationale exacerbée. Donc, si je comprends bien, dans l'organisation interministérielle, est-ce qu'on peut vous dire, Madame la Ministre, que d'une certaine manière, vous êtes chef de file de la souveraineté industrielle et que finalement, vous êtes un peu la référente vis-à-vis des autres ministères, que ce soit la santé, l'alimentation, de l'animation, on va dire, de cette réflexion. Et la deuxième question, c'était finalement comment inscrire cette démarche dans la durée, j'allais dire à l'échelle de l'organisation de l'État. Quel est le rôle, par exemple, du SGDSN
par exemple sur la question des masques qui avaient été là-dessus, qui avaient ça en responsabilité. Et puis finalement, voilà. Et puis peut-être un dernier point, comme on était sur l'organisation de la réponse publique, comment, vous en avez un peu parlé dans l'introduction, on arrive à faire ce diagnostic et cette stratégie également à l'échelle européenne. Donc voilà, si vous pouvez nous préciser finalement cette organisation de l'État, comment on inscrit ça dans la durée, par quelle organisation et puis quelle vision également on peut avoir à l'échelle européenne. Alors, c'est d'excellentes questions. Je ne prétends pas avoir la réponse à toutes ces questions. Sur la question de l'organisation de l'État, aujourd'hui, je dirais mon antériorité sur la gestion des risques, parce que j'ai géré des risques sanitaires à l'Assistance publique Hôpitaux de Paris et j'ai géré des risques économiques au moment de la crise de 2008-2009. Donc, on va dire que cette antériorité m'a rendu plus agile dans la gestion de la crise qui est arrivée. Ça pose un premier sujet, c'est que la crise qui a été pilotée beaucoup par l'implication d'un certain nombre d'individualités, souvent d'ailleurs membres du gouvernement, qui étaient en prise directe, que ce soit d'ailleurs le président de la République, le Premier ministre, le directeur de cabinet du Premier ministre, le ministre de la Santé, moi-même, etc., avec les task force, commando vaccin, etc., que nous avons mis en place. Donc la question de la pérennité est effectivement une bonne question. Et je dirais qu'elle doit être associée à la question de comment on entraîne et forme le collectif public à faire face à ce type de crise. Je pense qu'on ferait l'analyse aussi de ce qui a été fait sur le terrain par les communes, puisque ça nous donne, au fond, des éléments de comparaison sur la même très large, puisqu'on a beaucoup de communes et de territoires et des endroits où on a pu voir une agilité, une inventivité extraordinaire. C'est quels étaient les profils des équipes qui ont eu cette inventivité, cette agilité extraordinaire, et pourquoi ça semble-t-il mieux marcher chez eux que chez d'autres, pour remettre en perspective. Je pense qu'effectivement, il y a à bâtir une organisation qui soit, dans laquelle on met de la formation, des exercices, mais surtout on ne rigidifie pas les choses. Et pour être totalement direct, dans les fonctions que moi j'ai eu à prendre en charge, que ce soit la fabrication des masques, la fabrication des vaccins et le sourcing des vaccins, les écouvillons, la question du gel hydroalcoolique, à aucun moment le haut fonctionnaire de défense du ministère de l'économie n'a été associé. Par contre, on a travaillé en grande proximité avec le SGDSN, le premier puis la seconde. Donc je pense qu'on n'a pas complètement cette culture du risque au niveau des administrations centrales. Et puis se pose une deuxième question qui est l'articulation administration centrale, services déconcentrés, collectivités locales, sur lequel chacun pourra rapporter des situations de très grande agilité ou à l'inverse des dysfonctionnements qui ont pu faire perdre des heures ou rendre les choses un peu plus difficiles. Donc c'est aussi un collectif qu'on doit mettre, qu'on doit animer avec une question de culture, et de culture où on doit sortir d'une appréciation juridique des choses. Ce qu'on a pu observer, c'est que notre très grand tropisme de grande rigueur juridique a pu, à certains égards, être un obstacle à l'agilité et à la prise de risque. À l'échelle européenne, alors là, on est au tout début de l'histoire. Tout ce que nous avons fait a été fait de manière, je dirais, en construction au fil de l'eau. Si on prend le sujet des vaccins, première initiative du président de la République, c'est de lancer un collectif de 4 pays pour réfléchir à s'approvisionner ensemble en vaccins. Puis deuxième année, donc il me charge à un moment de représenter la France. Je demande moi-même à ce collectif, au moment où il est prêt à signer son premier contrat d'approvisionnement, de me permettre de négocier l'inclusion de l'Union européenne et de transmettre ce contrat à l'Union européenne pour éviter d'avoir une situation où 4 pays auraient un approvisionnement garanti et les 23 autres ne l'auraient plus, parce que ça posait un problème évidemment majeur de solidarité et puis de risque de marché noir,
de tensions aux frontières, etc. Et donc, lorsque la Commission européenne hérite de cette responsabilité, elle met en place une Joint Negotiation Team qui associe un nombre réduit de pays, en l'occurrence les 4 premiers qui sont partis, plus 3 complémentaires, qui se déclarent bénévolement pour avoir un apport plus important dans cette tâche, et un steering board qui associe les 27 pays. Donc cette construction, cette gouvernance, elle a été inventée au fil de l'eau, le Joint Negotiation Team ayant plutôt bien fonctionné d'ailleurs. Une réunion toutes les semaines, voire plus si de besoin. 6 pays en capacité ou 7 pays en capacité de prendre des décisions rapidement, de les proposer vite au steering board, de challenger la Commission européenne. C'est un mode de fonctionnement qui n'était pas inintéressant. Au travers de HERA, on va un pas plus loin puisqu'on envisage, on construit ce qui pourrait être l'autorité en charge, 1, d'anticiper, 2, de gérer des crises sanitaires majeures sur le mode de la BARDA. Et dans les bons exemples que nous avons pu voir, ou dans les organisations puissantes qui ont effectivement été... dont l'organisation était adaptée à la crise, la BARDA en était clairement un exemple. La BARDA, c'est une agence indépendante dans son mode de fonctionnement, avec des personnels extrêmement pointus, souvent issus du privé, et des missions qui sont définies depuis une dizaine d'années, donc c'est vraiment pas une organisation récente, et qui clairement embrasse le risque de la pandémie. Et une capacité d'intervention et d'agilité très forte, mais en même temps une très grande rigueur dans les travaux. Je vous donne un exemple. La BARDA s'est engagée très vite sur les essais cliniques, mais ils ont imposé des modalités de conduite des essais cliniques très strictes aux laboratoires pharmaceutiques, tout en les finançant à de très hauts niveaux, ce qu'on ne pouvait pas se permettre, ce qu'on ne pouvait pas se permettre dans le cadre des aides d'État européens, même Covid, pour au fond avoir le maximum de comparabilité entre chaque étude clinique et donc chaque candidat vaccin. Donc, ils ont structuré eux-mêmes la manière de conduire ces études cliniques pour avoir derrière une capacité plus rapide aussi de traiter les données et d'aller au stade de l'autorisation de mise sur le marché. Je trouve que cette démarche, elle est assez intéressante dans le processus, de même qu'ils ont pensé les lignes de fabrication très tôt. Alors, ce que nous avons fait aussi, nous, post-approvisionnement, en revanche, ils ont aussi utilisé un levier de blocage des exportations sur tous les composants. Donc, ils ne sont pas contentés de mettre la ligne de production, ils ont également protégé tous les composants, donc capsules en aluminium, bouchons en plastique, tubes en verre, qui étaient utilisables dans l'industrie pharmaceutique, créant d'ailleurs des complexités de production pour les autres continents. Voilà, donc c'est un modèle qui est intéressant puisqu'il a un levier, ou en tout cas il s'appuie sur une vision scientifique, sur une expertise industrielle, sur un levier juridico-législatif et un contrôle des exportations, et sur une anticipation, puisque c'est une administration dont le métier est d'anticiper les crises et d'avoir des plans de risques qui seront déclenchés au moment où ces risques s'avèrent réels. Mais crise sanitaire, je n'ai pas l'organisation pour une cyberattaque, je n'ai pas l'organisation pour une catastrophe naturelle qui viendrait à toucher des installations critiques qui auraient des répercussions sur le reste du monde, etc. Donc c'est là où il faut aussi travailler les scénarios et laisser une place en fait à l'agilité. Merci Madame la Ministre. En fait, finalement, ce que je note, c'est que dans l'organisation gouvernementale, votre objectif finalement de début de quinquennat, donc de ministre délégué chargé de l'industrie, il reposait beaucoup sur des questions de développement économique, de balance commerciale, d'emploi, finalement de tout ce qui nous motive dans l'industrie, et que finalement, même si l'objectif de souveraineté existait initialement, à minima, sa pondération tout d'un coup s'est retrouvée surélevée, et donc ça illustre bien finalement le fait que la résilience, c'est aussi un état d'esprit, une capacité à rebondir, en tout cas une capacité à s'adapter, à être souple. Finalement, c'est vraiment une question de culture de résilience. Et d'ailleurs,
dans les personnes qu'on a pu auditionner et dans les résultats de notre mission, on s'aperçoit qu'on a souvent des très bons services de l'État, une bonne planification, on a une bonne sécurité civile, on a des armées qui sont réactives. Mais le point sans doute sur lequel on peut évoluer, c'est sans doute cette culture de la résilience, à la fois au niveau national, mais aussi à l'échelle des acteurs locaux, des entreprises, des collectivités, jusqu'aux citoyens qui doivent se sentir investis d'une mission quand le pays en a besoin. Simplement, peut-être vous voudrez réagir là-dessus. Donc ce que je note, c'est que finalement, vu de l'échelle nationale, il y a eu cette réactivité, cette souplesse pour évoluer, mais qu'il y a encore des conclusions à tirer sur la manière dont l'État finalement est en mesure de se réorganiser pour durablement quand même être en mesure de gagner en robustesse et en résilience. Voilà. Et finalement, une de mes questions, vous avez parlé du rapport au droit, effectivement, qui est un sujet important, et on constate une évolution du rôle des juridictions, notamment vis-à-vis des gouvernants, dans des cas récents. Est-ce que vous, à un moment donné, en tant que ministre, vous avez pu vous sentir bridé dans certaines de vos décisions par rapport à une responsabilité juridique qui aurait pu exister? Alors, je vais vous répondre très précisément à cette question. J'ai décidé, en conscience, de prendre les décisions qui me semblaient les mieux appropriées pour protéger les Français. Et lorsqu'un facteur juridique qui potentiellement pouvait m'exposer était sur le chemin de cette décision, j'ai pris la responsabilité de considérer que c'était plus important de protéger les Français que de prendre ou de surpondérer ce risque juridique. La passation de marchés publics en urgence sur un certain nombre d'équipements de protection, dont on peut imaginer qu'ils n'étaient pas parfaitement dans les règles de l'art, mais je crois que la matérialité de l'urgence était avérée, et il me semblait qu'il était important d'avancer dans cette direction-là. Mais étant issu d'un corps de contrôle du ministère de l'économie et des finances, en l'occurrence, je sais aussi que c'est un sujet sur lequel il va falloir travailler, parce que vous ne pouvez pas demander à des fonctionnaires qui respectent une certaine forme de rigueur dans la conduite du droit, du jour au lendemain, de changer de pied en leur disant ayez du bon sens et prenez des risques de temps en temps. Surtout si c'est pour qu'après, ils aient un corps de contrôle qui leur explique qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait et qu'ils en aient des conséquences sur leur carrière ou sur la suite de leurs travaux. Donc, la question de la résilience, elle pose la question d'un état d'esprit, qui est un état d'esprit de culture du raccourci et de sens de l'intérêt général, qui certes prime sur le reste, mais qui du coup doit amener à se poser collectivement des questions où on ne fait pas comme by the book, enfin comme c'est écrit exactement. Mais ça veut dire des décisions qui sont collectives, ça veut dire des doubles regards, ça veut dire qu'on ne fait pas tout seul, pour avoir toujours ce double contrôle et cette qualité de la décision finale. Mais effectivement, en conscience, j'ai eu, de la part de la direction des affaires juridiques, des questionnements en disant, voilà, on vous indique que, etc. Et nous avons été amenés à signer en tant que ministre des notes pour protéger nos directions d'administration centrale contre un éventuel risque juridique suivant la manière dont on lisait tel ou tel texte, et est-ce que exactement ça se lisait dans le sens où nous le lisions, c'est-à-dire ça, on a le droit de faire, versus ceux qui nous disaient attention, on peut le lire un peu autrement. Et donc ça me ramène, pardon je vous coupe, mais ça me ramène à la question de l'organisation, c'est-à-dire que la résilience c'est aussi une question de culture. Il ne faudrait pas simplement le résoudre par un sujet d'organisation. Et rien de moins résilient qu'une organisation trop planifiée. Et c'est ça qui est difficile dans un État démocratique où il faut également ménager tout l'ensemble du contrôle, le contrôle parlementaire, le contrôle judiciaire. Donc trouver les justes équilibres et faire en sorte qu'il y ait des degrés d'adaptation sur le terrain. Je pense aussi aux discussions qu'on a pu avoir avec des préfets, certains préfets prenant des initiatives, mais
parce qu'elles leur semblaient adaptées à la nature du terrain, même si elles allaient légèrement en contravention avec une orientation de la cellule interministérielle de crise. Et d'autres préfets se sentant tenus par les indications de la cellule interministérielle de crise. Donc là aussi, quels sont l'espace de liberté qu'on ouvre, tout en s'assurant que ce n'est pas un espace de liberté qui outrepasse des règles de bonne gestion et de respect, je dirais, des grands principes qui nous réunissent. Très bien, merci Madame la Ministre. Effectivement, le droit protège en situation nominale, mais il ne faut pas non plus qu'il soit bloquant dans l'urgence. Je sais que pour les sujets de défense, il y a des dispositifs exceptionnels qui sont prévus, notamment pour se passer des marchés publics quand il y a un besoin opérationnel urgent. Mais je peux vous dire que même sur le secteur de la défense, les normes ont quand même envahi le champ opérationnel et posent parfois des graves difficultés. Par exemple, aujourd'hui, on ne peut plus transporter des soldats derrière un camion, hors opération très spéciale, ce qui pose des questions. On pourrait lister les exemples. La directive européenne du temps de travail qui vise à contingenter le nombre d'heures pour les militaires. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que même dans ce secteur très régalien où la mission est au-dessus de tout, il y a un danger à voir la norme et le droit brider l'efficacité opérationnelle. Et vous abordez un sujet extrêmement important. Et on va avoir une séquence juridique dans le cadre de cette mission d'information. Et sans doute devrons-nous aborder le sujet sur des secteurs, on va dire, hors armée, la possibilité de déroger parfois au droit et de protéger juridiquement. Peut-être, ça doit être quelque chose qui doit être encadré par exemple, par un état d'urgence ou autre, et donner effectivement des capacités exceptionnelles. Voilà. Sachant que cette question du risque peut être aussi intéressante à aborder en situation nominale. C'est aussi une culture qu'on peut développer, y compris hors situation exceptionnelle. Alors, une des dernières grandes séries de questions sur ce sujet, avant peut-être de prendre quelques cas d'école, serait de dire par rapport à l'analyse que vous avez faite, par rapport à ce diagnostic, quelles sont pour vous les grandes impasses, d'une certaine manière, qui peuvent en ressortir? Vous parliez par exemple des métaux rares. J'entends bien qu'en France, on ne produit pas de métaux rares. Et finalement, dans l'alternative, on va dire, du fabriqué en France, est-ce que des décisions ont pu être prises sur certains secteurs, que ce soit en matière de stock, de diversification des importations? On a tous en tête, par exemple, la question du pétrole qu'on ne produit pas en France, mais on a nos réserves stratégiques de 90 jours qui ont été faites pour des besoins stratégiques, mais qui peuvent être également utilisés potentiellement pour d'autres sujets. Est-ce qu'il y a des sujets où on peut s'autoriser de sortir de la mondialisation, potentiellement? Moi, j'ai trois grands, ou à minima avoir une régulation extrêmement forte. J'ai trois grands exemples en tête, même s'ils n'ont pas forcément été faits pour la question de la résilience. Quand on parle de l'exception culturelle française, c'est bien finalement un secteur sur lequel on s'est autorisé à s'immiscer dans les cycles de production, dans la part de produits français qui sont exposés dans les médias, parce qu'on a considéré qu'il était extrêmement important de préserver une industrie culturelle française. Est-ce qu'on pourrait s'autoriser, selon vous, une telle démarche dans d'autres cas de figure, dans d'autres secteurs, ou à minima avoir des stratégies d'achat prioritaires? Tout à l'heure, vous disiez quelque chose d'important, c'est que finalement, on a souvent des images d'Épinal sur la manière dont fonctionnent d'autres grands ensembles économiques au niveau mondial, par exemple côté outre-Atlantique, et on nous présente par exemple des cas type SpaceX, d'un mec génial qui se serait tout d'un coup mis à développer seul des fusées. Quand on regarde un peu plus près, on se rend compte qu'il y a eu des transferts des technologies, il y a eu des aides financières, il y a eu des garanties de commandes. Et donc finalement, derrière tout ça, c'est comment peut-être à la fois conserver à la fois une approche très libérale, parce que je pense qu'on est tous convaincus ici que c'est la force c'est la vitalité de notre secteur économique qui en dépend, mais en même temps un rôle assumé de l'État et des secteurs sur lesquels on peut assumer finalement une forme de régulation assez forte sans entraver pour autant l'initiative privée. Alors, je rejoins, je dirais, cette approche. Il me semble que, en tout cas, c'est la ligne de crête que nous essayons d'emprunter. Il faut à la fois objectiver les risques et il faut objectiver les externalités. Donc, objectiver les risques, c'est objectiver le risque de rupture d'approvisionnement,
et se poser la question, comme quand on prend une assurance, de combien on est prêt à mettre sur la table pour éviter ce risque. Donc objectiver le risque de rupture de tel ou tel équipement de protection, c'est de dire que on est prêt à mettre un budget pour éviter cette impasse. Pour mettre ensuite ce budget, à quoi est-il destiné? Il peut être, moi il me semble que sur les productions critiques ou sur les biens critiques, les équipements critiques, vous avez une stratégie qu'il faut bâtir en 3 étages. Un premier niveau qui consiste effectivement à diversifier l'approvisionnement. Un deuxième niveau qui consiste à avoir des stocks qui doivent être absolument dynamiques. C'est ce qui nous a manqué probablement aussi sur les masses, c'est-à-dire que vous rechargez chaque année un petit peu et vous sortez le stock pour qu'il ne soit pas perdu. Et donc vous avez un stock dynamique. Si vous décidez d'avoir un stock de 1 milliard de masques, chaque année vous en rachetez 100 millions, mais chaque année vous en relâchez 100 millions. Et donc quelque part, vous avez du plus et du moins. Vous avez aussi la capacité à fabriquer qui peut se matérialiser soit par des lignes de production existantes, soit par des lignes de production que vous êtes capable de monter en cas de difficulté. Le fait d'avoir des machines sous cocon, avec un coût d'entretien des machines et je dirais un coût d'entretien des savoir-faire, il ne s'agit pas seulement d'avoir la machine, il faut aussi avoir les hommes qui sont capables de les faire fonctionner, est une façon aussi de se prémunir par rapport à des risques de rupture. Et donc finalement, quand le risque est matérialisé, vous faites venir ce qui vous manque, donc vous activez vos dernières démarches d'approvisionnement. Si les frontières se ferment, vous puisez dans votre stock, et le temps pendant lequel vous puisez dans votre stock, vous sortez les machines et vous redémarrez les productions. C'est des choses qui sont praticables sur des biens où la complexité de production n'est pas excessive. On peut le faire sur des équipements de protection, on peut le faire sur des produits de santé. On a quand même, c'est aussi probablement un point expertisé, des pharmacies par exemple internes d'hôpitaux qui ont des petites capacités de production, mais qui ont quand même des capacités de production, qui ont des savoir-faire, qui ont des expertises. Maintenir leurs équipements dans la durée, faire en sorte que le savoir-faire ne se perde pas et qu'ils soient capables de soulager des problèmes d'impasse de production sur des temps courts, mais qui évitent d'avoir ce sentiment de très grande tension, par exemple sur les curares. C'était quand même très compliqué pour les médecins qui intervenaient pour intuber les patients Covid qui étaient en difficulté de respiration. Voilà, ça c'est des réponses, mais il n'y a pas une réponse unique, donc c'est vraiment une construction, me semble-t-il, qu'il faut avoir. Donc ça, c'est les externalités, ça c'est pour maintenir au fond dans la durée un système qui soit correct. Les externalités, c'est le coût de la destruction de notre industrie, alors même qu'elle est compétitive, par une dimension, par exemple, de dumping de certains pays. C'est tout le propos du règlement sur les subventions étrangères que nous soutenons au niveau de l'Union européenne. Les externalités, c'est le coût de la tonne carbone qui n'est pas correctement pris en compte aujourd'hui et qui fait que nous privilégions des exportations lointaines ou des productions au charbon alors que nous allons en payer le prix beaucoup plus cher si on en prend tous les effets de retombées et sur notre économie et sur notre planète. Donc là, il y a, de manière générale, avoir une politique qui soit qui soit plus ambitieuse en matière de concurrence loyale. Parce que c'est une des réponses. Vous avez plus de capacité à maintenir une production française si vous savez payer le prix du risque de rupture d'approvisionnement d'une part, et si d'autre part, la production française et européenne n'est pas soumise à une concurrence déloyale liée à des subventionnements massifs dans certains pays. Mais il faut pouvoir maintenir des équivalences d'échanges avec des pays qui jouent avec les mêmes règles du jeu que nous, c'est-à-dire qui imposent des contraintes environnementales à leurs producteurs et qui, je dirais, participent, qui se retrouvent dans nos valeurs. Donc le libre-échange
avec réciprocité et une clarté sur les ambitions environnementales, éventuellement sur les ambitions sociales et éventuellement sur les points sur lesquels on peut progresser de part et d'autre, sont des instruments qui peuvent aussi utilement participer à cette résilience. Merci Madame la Ministre. Je ne vous ai pas parlé de stratégie d'achat. Sur les stratégies d'achat, elles sont doubles. Il y a les stratégies d'achat au niveau du public, sur lesquelles nous avons beaucoup travaillé avec clause sociale, clause environnementale. Vous savez qu'aujourd'hui, et je l'ai beaucoup poussé, nous avons des clauses dans le cahier des charges administratives générales, une clause environnementale qui est obligatoire, une clause sociale qui est optionnelle. Ces deux clauses ayant une vertu, c'est qu'elles protègent juridiquement l'acheteur public, puisqu'elles figurent dans tous les cahiers des charges. Là où nous allons devoir accompagner les acheteurs publics, c'est comment les utiliser et comment à chaque fois objectiver les critères. Mais je dirais que c'est un temps d'eux et ça suppose par exemple de se poser la question de comment on forme les acheteurs publics au CNFPT, comment on a une direction par exemple pivot qui peut être experte au niveau de Bercy, on a la direction des affaires juridiques, et comment peut-être les régions qui, de par leur taille, ont à la fois la compétence économique et des équipes d'achat assez structurées, peuvent avoir une sorte de rôle d'accompagnement en conseil de leur collectivité locale et de partage de bonnes pratiques. Allô, j'ai besoin d'un cahier des charges sur les travaux, sur la fourniture de masques, je ne sais pas bien écrire la clause environnementale, est-ce que tu as un bon exemple que je pourrais copier-coller ? Merci Madame la Ministre. Et encore une fois, effectivement, sur ces sujets, je pense qu'on a à regarder aussi sur ce qui se pratique côté ministère de la Défense, puisque si je regarde par exemple un équipement comme un porte-avions, le dernier qu'on a mis en service il y a plus de 20 ans, Charles de Gaulle, et le prochain qui sera mis en service, le porte-avions de nouvelle génération, c'est dans 15 ans. Et entre-temps, il y a tout un travail d'animation de la filière de la DGA, y compris des fois pour donner temporairement du travail à des entreprises au travers des PEA, enfin des plans de recherche pour maintenir la filière. Et je rajouterai 2 points que vous avez plus ou moins évoqués. Le premier, c'est celui de la réversibilité des entreprises. Vous avez un peu parlé de machines sous cocon et de la capacité d'adapter leur production dans le cadre d'une économie de guerre. Et le deuxième point qui me semble important et qui est parfois peu abordé, c'est celui du lissage des commandes. Si je prends l'exemple de la filière nucléaire, la dernière centrale qu'on a mis en route, c'était il y a plus de 20 ans, je pense. Pendant 20 ans, on n'a pas construit de centrale. Et on voit bien avec la remise en route des EPR, comment finalement ça nous coûte peut-être plus cher de ne pas avoir construit pendant 20 ans et de devoir réapprendre, reformer des soudeurs, des compétences de base. On se dit que peut-être si on avait entretenu ces compétences avec des centrales peut-être construites dans les années 2005, 2010, 2015, ça nous aurait coûté moins cher que de devoir finalement réapprendre, y compris les compétences de base. Mais peu importe, j'allais dire, quoi qu'on fasse, cela a un coût, finalement, cette résilience, et c'est ma dernière question générale. Finalement, il faut embarquer tout le monde dans cette stratégie de résilience, parce qu'in fine, ce sont les citoyens qui payent ce qu'on décide, ce sont les acteurs locaux, ce sont les entreprises qui doivent être associées. Et donc, ma question serait de dire comment on fait pour embarquer tout le monde dans cette stratégie de résilience pour que chacun ait finalement cette motivation à payer ce coût, sachant que si on reprend l'exemple des masques, on voit bien qu'à l'issue de la crise H1N1, tout le monde avait bien compris la nécessité de stocker les masques, mais quelques années après la crise, on oublie vite, hein, c'est notre condition humaine. Et donc finalement, comment on fait pour entretenir, pour cultiver cet esprit de résilience, pour que l'ensemble des acteurs ait bien cette capacité à assumer ces coûts, ces assurances finalement qu'on doit souscrire pour être le plus résilient possible. Moi, j'ai le sentiment que la question de la gestion des risques va être une des questions cruciales et dans la performance des administrations et dans les performances des entreprises dans les années à venir. Parce que les risques sont en train de se multiplier et la gestion des incertitudes sera au cœur de la performance des institutions. Alors, une fois qu'on a posé ça, ça veut dire plusieurs choses. La première chose, c'est la question de la formation. Encore une fois, je le redis, c'est une culture, la résilience. C'est une culture, et c'est une culture qui s'acquiert par la répétition et un certain esprit de formation. Moi, il me semble que l'approche qui fonctionne, c'est l'approche bénéfice-risque
qu'on trouve dans certains métiers. C'est d'ailleurs probablement une des approches qui permet d'éviter l'écueil du juridisme pour le juridisme. Puisque si vous faites la démonstration que les risques d'appliquer la règle ont un impact moins favorable que le fait de s'écarter de la règle pour protéger la population, vous pouvez quelque part prendre la décision sur un fondement objectivé. Il faut toujours objectiver les choses. Donc, des approches bénéfices-risques, une culture aussi d'agilité dans la décision. Et ça, c'est un sujet probablement de profondeur dans les années qui viennent pour la fonction publique et pas seulement la fonction publique d'État. Ça tombe assez bien puisqu'il y a toute une réflexion sur comment former nos cadres, comment les accompagner à la formation initiale, la formation continue, qui est menée par Amélie de Montchalin. Et au niveau des entreprises, je pense que ça va se construire naturellement, mais l'État peut avoir un rôle d'anticipation sur ça, de solliciter les filières, les institutions type AFEP, MEDEF, etc., pour intégrer dans ce qui est les pratiques de marché, le fait d'anticiper, on le fait déjà dans le rapport sur les risques pour les entreprises cotées. Quels sont les grands risques auxquels vous allez faire face? Comment vous prenez en compte ces risques, soit pour les réduire par des processus opérationnels, soit pour les réduire par des processus d'assurance. Mais cet exercice-là doit probablement passer un cran et surtout devenir plus, plus opérationnel. Pour le connaître, ayant été aussi dans le secteur privé, c'est souvent un questionnement qui est limité à une ou deux directions, direction de la compliance, direction des risques, mais qui n'est pas forcément transversal à tous les opérationnels de groupe et qui peuvent donc être vécus comme étant un élément de fonction support et pas comme un élément qui est dans le cœur de l'activité de l'entreprise. Donc, dans les curseurs qu'il nous faut bouger collectivement, formation initiale, formation continue, demande de préparer ou d'anticiper cela, et quelque part de reporting et diffusion de cette culture au plus près du terrain. J'ai bon espoir. La responsabilité sociale et environnementale, il y a 10 ans, c'était un sujet qui était cloisonné dans des directions d'état-major. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas être dirigeant d'une unité opérationnelle sans vous poser un tout petit peu la question de votre bilan carbone et de votre marque employeur et de la façon dont vous avez un impact sur le territoire où vous travaillez. Donc, ce sont des sujets qui vont se développer. Mais il nous appartient effectivement de trouver les voies et moyens de le diffuser plus rapidement et de construire une culture de résilience. Oui, Madame la Ministre, bon, vous êtes tellement résiliente que vous anticipez les questions que je vous posais, donc vos réponses précèdent celle-ci, donc je suis un peu embarrassé. En revanche, j'aurais souhaité malgré tout rebondir sur ce que vous avez dit au tout début, sur les 624 projets, sur les 77 000 emplois à conforter ou créer. Et vous avez établi finalement les secteurs qui sont priorisés, qui sont stratégiques. J'ai une question qui est assez simple, mais de quelle manière vous envisagez l'avenir? C'est-à-dire, est-ce qu'il existe tout simplement une cellule de veille sur les futurs enjeux stratégiques industriels? Bien sûr, on est un peu dans une projection qui est incertaine. On sait qu'aujourd'hui, il y a 1000 choses qui peuvent arriver, mais en tout cas, est-ce qu'il existe justement cette capacité à essayer de se projeter dans l'avenir et se dire, bon, voilà, il y a des potentiels enjeux stratégiques industriels qu'il ne faut pas manquer, comme on a pu le manquer par manque de vigilance ces 30 dernières années. Comment ne plus se retrouver dans 30 ans dans une situation dans laquelle on a été ces quelques derniers mois? Sur ce sujet-là, au niveau de la Direction générale des entreprises, nous avons un instrument qui, je pense, peut être assez puissant, qui est l'animation des 19 filières industrielles, qui nous permet de continuellement mettre à jour et nos connaissances des tendances de marché et une connaissance des risques sur ces filières, des transformations technologiques, des enjeux sur lesquels on doit aussi rassembler les acteurs du privé sur des projets collectifs et pas seulement sur des projets individuels pour ces entreprises. Ceci étant posé, il me semble que dans le cadre du plan France 2030, il y aurait une place pour une cellule prospective sur les ruptures technologiques,
Comme cela est pratiqué, je vous donne un exemple parce que je le trouve intéressant, par une organisation qui est aujourd'hui privée, qui s'appelle le JEDI, au niveau européen, mais qui a au fond cette culture d'aller rechercher, de faire des panels d'experts internationaux et de se poser la question de quelles sont les ruptures d'après. Et ça, c'est assez essentiel pour monter le niveau continuellement des décideurs publics et pour alimenter également le tissu d'entreprises privées qui n'a pas nécessairement les moyens de se procurer ce type de savoir. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que, et ça on ne le fait pas nécessairement aujourd'hui, on ne met pas en regard les conséquences ou les angles morts des grandes transformations que nous menons. Donc on a intuitivement l'idée qu'il va falloir, par exemple, monter en compétences. Il y a tout le volet compétences qui n'a pas été mentionné qui a été mentionné sur la formation à la culture de la résilience, mais qui n'a pas été mentionné sur les grandes transformations. Or, ce volet compétences, il est essentiel. Je veux dire, si on doit construire l'industrie de demain, derrière la filière A, il y a quelles compétences, mais il y a aussi quelles conséquences quelle nouvelle dépendance ou quel nouveau risque crée cette filière. Les exemples, vous les connaissez. La digitalisation de notre économie augmente les risques d'impact d'une cyberattaque. Le développement du cloud augmente le risque de perte de la data souveraine. Je l'ai dit, le développement de l'électricité ou l'électrification des procédés augmente le risque d'être dans une situation très embêtante si on n'a pas d'alternative activable et à disposition en cas de panne majeure, d'incident, d'attaque terroriste. Donc c'est une culture qu'il faut développer, y compris dans les éléments du quotidien. Si vous n'avez que des volets électriques, que se passe-t-il le jour où vous avez une panne électrique dans une maison? Comment vous échappez à un feu? Enfin voilà, c'est vraiment des logiques où il faut être capable aussi de repenser la sobriété technologique comme porte de sortie en cas d'attaque sur une de nos technologies dont on est dépendant. Et si on va un cran plus loin, on peut aussi se poser la question, donc je disais des compétences, mais des compétences de monsieur et madame tout le monde pour être capable d'avoir les bons réflexes par rapport à un environnement qui s'est technologisé et sur lequel, en cas de crise, on n'a pas forcément appris ces bons réflexes. Merci Madame la Ministre. Vous avez bien fait de parler de JEDI et de la question des ruptures d'après. Et je crois que la vraie résilience, finalement, in fine, c'est la performance. La compétence, la capacité d'être devant, la capacité d'avoir des gens motivés par leur travail. Parce que quand aujourd'hui on parle de relocalisation et qu'on voit que déjà nos entreprises à isopérimètre ont du mal à recruter, on se dit que si on n'est pas tous en mesure d'augmenter ce volume de travail, on aura du mal à atteindre nos objectifs. Et une deuxième remarque également que je me permets par rapport aux règles de compliance, qui effectivement sont intéressantes pour motiver les entreprises dans leur appréhension du risque. Il faut, j'y vois un risque pour le coup, c'est que faut bien qu'on définisse ce que c'est le risque et est-ce que ce risque est intéressant pour la nation. On a récemment travaillé notamment à la Commission de la Défense sur les règles de compliance du secteur bancaire pour le financement de la BITD, la base industrielle et technologique de défense, où de plus en plus de banques sont extrêmement frileuses à financer les entreprises de défense par rapport à justement ces règles de compliance. On pourrait aussi imaginer demain que des banques ne souhaitent plus financer l'industrie agroalimentaire par rapport aux questions de bien-être animal. Et donc, je voulais juste attirer cette alerte collectivement au fait que tout risque n'est pas forcément, pour une entreprise, n'est pas forcément bon pour la nation et qu'il faut qu'on se méfie également de ce sujet, finalement, d'une base industrielle qui serait trop focalisée elle-même sur la gestion des risques et de tous les risques, y compris ceux qui ne sont pas forcément positifs pour nous. J'aimerais maintenant, comme on a abordé des propos très généraux, qu'on puisse prendre le cas d'école des masques, bien que ce ne soit pas l'alpha et l'oméga de la résilience, mais quand même, on est dans une société, un monde de plus en plus interconnecté, où il y a beaucoup de déplacements, il y a de plus en plus de zoonoses, l'arme bactériologique peut même être utilisée,
On voit les débats qui ont lieu avec le P4 à Wuhan, que j'ai un peu suivi étant donné que je suis lyonnais. Et par ailleurs, cette question des masques, c'est un sujet que vous maîtrisez très bien et vous avez parlé de l'action de l'État à ce sujet-là, le financement de la production de matières premières où il y avait carence, la commande de 1 milliard de masques pour dérisquer les entreprises qui en produisaient. Et donc on voit bien que c'est une stratégie publique-privée qui a porté ses fruits et vraiment on vous en est reconnaissant, de 3 à 100 millions de production de masques chaque semaine. Je trouve que c'est un bon exemple pour voir finalement, au-delà de l'action qui a été faite pendant la crise sanitaire, comment aujourd'hui ce sujet peut s'inscrire dans la durée. Et comme vous le savez, il y a des citoyens qui suivent nos travaux, et notamment un m'a sollicité sur une question sur laquelle je n'ai pas su lui répondre, et me parlait notamment de la commande publique. Vous savez que la CPAM rembourse les masques, notamment via des pharmaciens quand ils sont donnés sur ordonnance, notamment, ou si on a été qu'en contact. Enfin, il y a tout un cas particulier. Alors, je sais que c'est une question qui ne concerne pas votre ministère, qui concerne le ministère des Solidarités et de la Santé. Mais ce pharmacien en question me dit que le niveau qui lui est donné, le niveau de financement qui lui est donné par la CPAM, par notre sécurité sociale, ne lui permet pas d'acheter des masques français compte tenu de leur coût un peu supérieur par rapport aux masques à l'international. Et donc, finalement, j'ai un peu peur sur ce sujet, pour être totalement transparent, qu'on a su faire le job temporairement pour augmenter les capacités de production, mais que finalement, progressivement, on ne sache pas forcément inscrire un tel effort dans la durée, parce qu'on est tous aussi dans des stratégies d'achat public qui visent à plus de performance, à moins de coûts. Donc comment, ne serait-ce qu'avec la commande publique, on peut s'assurer que cette commande publique soit compatible avec l'achat de masques fabriqués en France, puisque quand la commande publique, finalement, son objectif, c'est d'apporter un moyen de protection, mais vous employez le terme d'externalité. Il y a une externalité également de cette commande publique sur des entreprises locales. Et donc, est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, d'avoir des règles de financement de ces masques qui dépendent de leur lieu de production, en tout cas de trouver des systèmes qui permettent d'inscrire une sorte de préférence nationale ou européenne de production pour ne pas retrouver des travers et pas se retrouver dans 5, 10 ou 20 ans avec un secteur industriel qui, à nouveau, n'est plus en mesure de faire face à nos besoins. Alors, sur ce sujet-là, donc, comme je l'ai indiqué, nous avons travaillé en profondeur sur la commande publique. D'abord, en intégrant dans le cahier des clauses administratives générales, des clauses environnementales et des clauses sociales, qui sont aussi une façon de rééquilibrer la compétition en faveur des masques français. Vous pouvez également intégrer un critère de risque de rupture d'approvisionnement. Vous pouvez prévoir des allotissements où vous retenez 2 candidats et pas seulement un candidat attributaire de la commande publique, ce qui vous permet justement de répondre sur un objectif de compétitivité prix avec un certain nombre de fournisseurs, mais sur un objectif de circuit court et de se prémunir contre un risque de rupture d'approvisionnement avec un autre. Et une circulaire est en cours d'écriture au ministère de la Santé et des Solidarités pour précisément aider les établissements publics de santé à utiliser le levier de la commande publique avec la prise en compte du fait de lutter contre ce risque de rupture d'approvisionnement. Ce risque de rupture pouvant être pallié par des masques français, éventuellement des masques qui sont fabriqués à peine de l'autre côté de la frontière avec nos partenaires européens. Je pense qu'il ne faut pas s'interdire ça, évidemment. Ceci étant posé dans la durée, vous posez la question du financement. Je crois qu'il faut être assez attentif à voir aussi les économiques globales. Alors, les pharmaciens, je n'ai pas la réponse parce qu'en plus, je n'ai pas complètement en tête ce qu'ils représentent en termes de fourniture de masques et de consommation de masques par rapport
à des entreprises, à des établissements de santé long séjour, maisons de retraite et établissements de santé court séjour. Il me semble que dans la commande publique, l'avantage, c'est de pouvoir appuyer sur ces établissements de santé. Je pense aussi aux collectivités locales. Les collectivités locales ont un rôle à jouer et on a pu être surpris de voir de grandes collectivités locales. Je pense à certaines mairies, enfin on a le détail des commandes récentes qui ont commandé des masques en Chine après s'être émus de ne pas disposer de masques français. Donc là, il y a aussi une responsabilité du politique d'avoir un pilotage stratégique de la commande publique. Et vous savez que votre collègue Sophie Baudouin-Hubert a travaillé avec Nadège Havet, la sénatrice, sur un rapport sur la commande publique et fait des propositions pour faciliter cette dimension stratégique de la commande publique, une commande publique qui a un impact pour éviter les ruptures d'approvisionnement, une commande publique qui a aussi un impact économique qui est prise en compte dans son pilotage et qui donc n'est pas uniquement laissée à des services d'experts à qui on donne un objectif d'économie pure et simple, mais qui est portée avec une vision d'impact sur les territoires, d'impact environnemental, d'impact en termes de création d'emplois. Bien sûr, tout cela doit se faire en parfaite cohérence avec les règles du jeu européen, mais nous y travaillons au niveau européen. La Commission européenne prend en compte le fait que la commande publique doit être facilitée pour les PME, par exemple. Elle est consciente de l'importance de clauses environnementales. C'est même un enjeu du Conseil compétitivité et marché intérieur des semaines qui viennent. Elle est consciente aussi des enjeux de réciprocité de la commande publique et prépare un texte sur ce sujet-là au niveau du Conseil Trade, celui que présidera Franck Riester, qui permet aussi d'assurer une concurrence loyale sur ces sujets de commande publique. Je te donne accès à ma commande publique si tu me donnes accès à ta commande publique. Donc, on a des instruments, et aujourd'hui, je dirais que ce que j'observe, c'est qu'on les utilise probablement pas suffisamment, et qu'il faut aujourd'hui aller un temps plus loin, probablement en ayant encore en mettant en place cette animation régulière et en faisant de la commande publique un sujet de conseil exécutif de région, de conseil exécutif de département, de conseil exécutif de réunion exécutive de grandes agglomérations et un sujet de pilotage des ministères qui ont une empreinte de commande publique importante. C'est ce que fait quand même la défense depuis un certain temps. Merci Madame la Ministre. Juste pour rebondir sur ce que vous avez dit, les clauses sociales et environnementales, ça fait des années que dans les collectivités territoriales, on les utilise. Alors non pas pour des questions de résilience, mais parce qu'on a envie de faire travailler les boîtes du coin. Enfin, moi-même, en tant que maire ou en tant que président de PCI, on va dire, j'ai eu l'occasion de le faire et ça a plutôt bien fonctionné. Mais j'ai l'impression qu'on est quand même là plutôt dans une manière détournée parfois de traiter le problème qui peut être suffisante sur certains secteurs. Mais je me demande si, même à l'échelle du Parlement, on n'aurait quand même pas sur certains secteurs, sur des secteurs hautement stratégiques, si on ne devrait pas aller d'une certaine manière beaucoup plus loin et assumer, à mon sens, deux possibilités de gérer l'aspect sur ces secteurs, soit assurer un fort subventionnement de la production. C'est finalement la démarche qu'on a retenue sur le secteur agricole. Le secteur agricole est dans la concurrence internationale, mais vu qu'on veut conserver notre autonomie alimentaire, je crois qu'on a fait le choix délibéré depuis la Deuxième Guerre mondiale de dire on subventionne forcément ce secteur pour être en mesure de conserver la production sur place, ou soit par des outils réglementaires d'assumer finalement le fait de donner la priorité à ce qu'on produit, localement. Et merci d'avoir cité en tout cas le rapport de notre collègue. On le regardera parce qu'il est extrêmement, il est extrêmement intéressant dans ce sujet-là. Alors moi, j'avais une toute dernière question par rapport au côté juridique, puisque j'ai vu une entreprise de ma circonscription
qui produit des matériels médicaux. Et alors, son retour, donc je lui posais la question de matériel critique, et je lui posais la question de comment elle se situait par rapport à la concurrence internationale. Et son retour était de dire il y a des organismes de contrôle français qui sont très pointilleux avec ce qu'on produit en France et qui le sont beaucoup moins avec ce qu'on importe de l'étranger. Et donc, le chef d'entreprise était quasiment à dire que c'était déloyal, mais pour nos propres industries, en gros, qu'on était beaucoup plus pointilleux sur ce qui était produit en France que ce qui était importé de l'étranger. Quand on regarde la manière dont fonctionnent les Américains, notamment avec la FDA, les Américains se donnent la capacité, non seulement, bien entendu, de contrôler ce qui est produit sur les territoires des États-Unis d'Amérique, mais ont une forme d'extraterritorialité et vont également produire avec des pouvoirs contrôler avec des pouvoirs de police l'ensemble des produits qu'ils importent pour être agréés sur leur sol, de telle manière qu'ils mettent à minima sur un même pied d'égalité les importateurs que les producteurs nationaux, et j'ai même un peu tendance à croire qu'ils sont un peu plus durs avec ceux qui produisent à l'étranger que ceux qui produisent sur leur sol. Et donc, est-ce qu'on n'aurait pas une action aussi sur ces organismes de contrôle pour faire en sorte que les organismes de contrôle qui contrôlent nos entreprises françaises soient un peu plus dans le conseil, ce qui a déjà bien été engagé, mais également utiliser cet outil réglementaire pour mettre, pas une franche barrière, mais au moins, à minima, les entreprises étrangères sur le même pied d'égalité que les entreprises françaises. Merci. Alors, je vais revenir un instant sur les clauses environnementales. C'est moins de 25% des marchés aujourd'hui. Donc il y a quand même une marge de progrès qui n'est pas négligeable. Et sur le clause social, c'est encore un peu moins. Et ensuite, lorsque vous regardez par taille de collectivité locale, vous avez là aussi des enseignements utiles. Ce qui veut dire qu'il faut accompagner les acheteurs. Je lance pas la pierre aux uns aux autres. Je suis consciente qu'il y a une notion de sécurité juridique qui est très importante pour les acheteurs. Sur ce qui est produit en France versus ce qui est importé. Alors il y a deux choses. La première chose, c'est les produits qui sont importés par un pays qui n'est pas la France sur le marché européen. Et nous savons que les autorités de contrôle françaises ont la réputation d'être plutôt très sérieuses et très rigoureuses dans leurs modalités de contrôle. Ce qui n'est pas forcément... en tout cas, il arrive que certaines entreprises nous disent quand ça rentre par tel pays, les contrôles sont nettement moins rigoureux que les vôtres. Donc ça, c'est le premier point. Ça appelle effectivement une action au niveau européen. Le président de la République l'avait souhaité notamment sur l'autorité de contrôle sur l'alimentation, qui ne soit pas juste propre à la France, mais qui soit européenne. La deuxième chose, c'est sur nos propres autorités de contrôle. On a quand même un contrôle double, puisqu'on a le contrôle des douanes et le contrôle de la DGCCRF. Je prends l'exemple des masques. Les douanes ont bloqué beaucoup de masques en provenance étrangère qui ne respectaient pas les normes de qualité attendues et on a un vrai savoir-faire en la matière. De même, il y a eu beaucoup d'affaires récentes de fraude à la francisation ou de fraude sur la qualité des produits. Ensuite, je pense que ça fait partie effectivement de discussions rapport qualité-prix ou bénéfice-coût, comme toujours, de savoir si à un moment on a vocation à un petit peu s'interroger sur soit les priorités de ces administrations, soit le fait de renforcer leurs moyens en réponse à un certain nombre d'objectifs pour permettre d'avoir toujours le bénéfice-risque face à l'argent public que je mets en plus, j'ai un niveau de service nettement supérieur qui me permet justement de mieux protéger les entreprises françaises. Je n'ai pas de réponse complètement éduquée sur cette question, mais je pense que la DGCCRF est en soi une direction extrêmement intéressante, en ce sens qu'elle protège le consommateur, mais qu'elle protège aussi les entreprises contre la concurrence déloyale, et que probablement dans son plan de contrôle, on pourrait réfléchir, et c'est des choses qu'on a pu faire avec Alain Griset, à bien intégrer cette dimension de concurrence loyale et faire en sorte,
de déplacer de la charge de travail qui a à moins forte valeur ajoutée vers de la charge de travail à plus forte valeur ajoutée, donc des contrôles un peu simples et qui ne sont pas nécessairement si apporteurs d'appui public ou de bénéfices publics versus des contrôles un peu plus complexes. On a commencé à le faire, ou tout simplement équiper les contrôleurs des bonnes tablettes, etc., pour gagner du temps sur toute la partie administrative du contrôle et aller plus vite sur des contrôles complexes. Vous savez aussi qu'en termes de laboratoire et de travaux, on est en train de rapprocher les douanes et la DGCCRF pour avoir des philosophies communes, des formations communes et une lutte contre la fraude qui soit renforcée. Très bien, une chose est sûre, Madame la Ministre, vous n'avez pas fraudé puisque vous avez répondu à toutes nos questions. Donc merci beaucoup. Nous savons que votre agenda est très chargé, donc voilà. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup.